que je vais ouvrir et je passerai bien sûr aussi la parole à Mélanie Rosès pour ouvrir ce webinaire au nom de la JEPVA. Donc, pour me présenter, Yann Renaud, délégué général des Francas, adjoint des Francas, mais surtout coprésident du CNAGEP et vice-président à l'éducation populaire au CNAGEP. Vous redire en quelques mots pourquoi nous avons fait le choix d'organiser avec la JEPVA ce webinaire. D'une part parce que nous avons été interpellés par nombreux d'entre vous qui voulaient en savoir plus sur cet agrément GEP et ce renouvellement, comment il allait se dérouler, à la fois le renouvellement des organisations nationales, mais aussi comment il s'organisait au niveau territorial. D'autres ont posé des questions sur l'agrément chapeau d'organisation nationale avec ces organisations territoriales. Donc, il nous a semblé important de faire un point sur cet agrément GEP, comment se déroule ce renouvellement, quels sont les attendus, comment s'instruisent les dossiers, et puis quelles sont aussi les dates limites, par exemple, pour se réagréer. Deuxième élément, bien sûr, vous dire que je le disais, cet agrément GEP concerne les structures nationales, mais aussi les structures territoriales. Et que peut-être certains, tout le monde le sait autour de la table, mais c'est une récente loi qui nous oblige à renouveler cet agrément GEP tous les 5 ans. Et vous dire aussi que le CNAGEP partageait l'ambition d'un renouvellement tous les 5 ans de l'agrément GEP. Ce que nous avons moins partagé était le fait que ce soit intégré dans une loi et dans des articles liés au contrat d'engagement républicain. Mais en tous les cas, nous avons toujours partagé le fait que l'agrément GEP devait se renouveler régulièrement, en l'occurrence là tous les 5 ans. Et dès que la loi est sortie, a été promulguée, et que l'application s'est mise en œuvre, le CNAGEP a pris contact avec la JEPVA pour que ce renouvellement des agréments GEP puisse se faire le plus de concert possible entre les services de l'État et les représentants des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Donc, nous avons travaillé à la fois avec les services de la JEPVA concernant le renouvellement de l'agrément des organisations, des associations nationales, mais nous avons eu aussi l'occasion de travailler à 2 reprises avec les services déconcentrés, les SDGES, les responsables dans les SDGES de cet agrément GEP pour co-construire ensemble un cadre partagé du renouvellement des agréments. Je salue là et je souhaite saluer ce travail que nous avons fait avec les prédécesseurs et prédécesseuses de Mélanie et Renaud, et avec aujourd'hui Mélanie Rosès et Renaud Artout dans la suite. Troisième élément que j'ai envie de dire pour ouvrir ce webinaire, pour le CNAGEP, le renouvellement est un élément que nous regardons avec forte attention, à double titre. Au premier titre, parce que nous souhaitons que la plus grande partie des associations qui sont aujourd'hui agréées GEP puissent renouveler cet agrément. Peut-être que Mélanie Rosès et Renaud Artout reviendront sur le nombre à peu près d'agréés au niveau national et le nombre d'agréés au niveau territorial. Donc, je ne veux pas revenir, mais si on n'y revient pas, on donnera les quelques chiffres. Donc, nous sommes attentifs à ce que le plus grand nombre d'associations déjà agréées puissent le faire. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, élément sans doute moins connu, c'est que le CNAGEP travaille en ce moment avec Exopé, la JPA, le FONGEP, avec la JEPVA et avec l'INGEP sur
un document repère que nous titrons actuellement chiffres clés de l'éducation populaire, et que ce renouvellement des agréments GEP va nous amener un certain nombre de données que vous allez donner pour pouvoir enrichir ce document chiffre clé de l'éducation populaire. Et donc, nous avons une attention particulière aussi dans ce dossier à ce que le dossier de renouvellement puisse eh bien, apporter un certain nombre de données. Voilà pour toute l'importance que nous donnons à ce travail de renouvellement des agréments, et toute l'importance aussi donc, que nous avons donné à ce que ce webinaire puisse se tenir. On a beaucoup parlé de renouvellement et on va beaucoup parler de renouvellement. En conclusion, sans doute, nous reviendrons sur l'ambition d'au-delà de renouveler les associations qui sont agréées aujourd'hui à l'agrément de nouvelles associations. Voilà, mais nous y reviendrons en conclusion. Je passe la parole à Mélanie et à Renaud, peut-être pour se présenter, bien sûr, et puis présenter les enjeux de ce webinaire, et sans doute Audrey Baudot, déléguée générale du CNAGEP, prendra la parole pour vous expliquer comment on peut interagir, poser des questions, ainsi de suite. Mélanie, je vous en prie. Merci beaucoup, Yann. Donc, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes évidemment un groupe très mystérieux pour nous sur les écrans, puisque nous ne voyons pas, mais nous ne doutons pas que vous êtes bien présents. Donc merci encore une fois d'être là. Je ne serai pas très longue, simplement vous donner quelques éléments de compréhension de la manière très générale dont les choses s'organisent, et ensuite Renaud, qui est à côté de moi, prendra la parole et vous expliquera beaucoup plus en détail la manière dont ce renouvellement d'agrément est à la fois géré, dont les enjeux en tout cas qu'il recouvre. Je ne me présente pas parce que je crois que c'est écrit très en gros sur la sur la diapo que vous avez tous devant les yeux, mais au cas où certains n'auraient pas accès à l'image. Je suis depuis septembre dernier dans la chef du bureau du partenariat associatif jeunesse et éducation populaire à la GEVA, et j'ai le plaisir donc de travailler avec Renaud Artout, qui est à mes côtés et que je laisserai tout de même se présenter, parce que je pense que c'est lui qui s'en charge lui-même. Donc vous dire que évidemment c'est pour le bureau que je dirige, c'est un enjeu fort en termes de volume. On est au niveau national à un volume estimé, en tout cas à date, c'est-à-dire au moment où la campagne a été travaillée dans la manière de la mettre en œuvre, à plus de 400 agréments jeunesse et éducation populaire nationaux. On savait, en tout cas mes prédécesseurs savaient, qu'il y avait peu de chances que l'on retombe sur ce chiffre à l'issue de la campagne. Ceci étant dit, j'en parlerai à peine un peu plus tard, l'enjeu de la déperdition n'est potentiellement pas neutre. Donc nous avons ces agréments des têtes de réseau, hein, des associations nationales, donc ils sont portés ici à la GEVA au sein du bureau par Renaud et sa toute petite équipe. Et nous avons évidemment des agréments départementaux qui sont beaucoup plus nombreux. Alors, le nombre très impressionnant tournait autour de 17 000. Là encore, de la même manière, on ne s'attend pas à ce que l'on ait un retour à l'identique à l'issue de la campagne. C'est évidemment on ne va pas se le cacher, hein, un enjeu important en termes de montée en charge pour les équipes, que ce soit au niveau national ou au niveau départemental, mais nous sommes également convaincus que c'est important pour de nombreuses raisons. C'est d'abord important parce que ça va permettre de poser un état des lieux sectoriel, et sans doute aussi à l'occasion notamment des formations spécialisées dont vous parlera Renaud pour nous ici au niveau national, de se poser des questions en réalité sur ce que c'est qu'une association qui peut prétendre et qui se voit octroyer un agrément jeunesse et éducation populaire en 2023.
On se trouve, nous, dans le cadre de l'examen des dossiers, confrontés très souvent à cette question, parce qu'il y a fort à parier que l'éducation populaire en 2023 n'est pas la même que celle qu'elle était en 2004, puisque c'était la dernière date de renouvellement massif d'agrément, et qu'elle n'est sûrement pas la même que ce qu'elle était en 1960, voire avant. Donc, c'est évidemment intellectuellement très intéressant. Et c'est un enjeu, je terminerai là-dessus, puisque, de fait, à l'issue de cette campagne, le secteur sera amené à se compter. Et on sait bien que le poids a aussi son importance quand il se traduit par des chiffres. Donc, au-delà de la dimension pragmatique qu'aucun d'entre nous n'ignore, hein, qui réside dans le renouvellement, dans la demande de renouvellement d'agrément, que ce soit évidemment l'accès à la subvention ou à d'autres avantages annexes, il y a aussi cette affiliation à un secteur. Il y a aussi cette construction de ce secteur en tant que tel et de ce qu'il porte en termes effectivement de discours, ce qu'il porte en termes d'orientation, que ce soit au niveau évidemment du secteur associatif ou au niveau des politiques publiques qui sont portées côté État. Donc voilà pour cette introduction. Donc vraiment quelque chose qui pour nous apparaît important, qui n'est pas neutre du point de vue de la lourdeur que cela représente, y compris au niveau administratif, mais voilà, comme il existe dans la calligraphie chinoise cet idéogramme qui dit crise, mais qui dit en même temps opportunité, c'est comme ça que l'on regarde les choses ici, considérant que dans la difficulté que peut représenter le fait de mener à bien et dans les temps cette campagne, il y a aussi une grande opportunité de réflexion collective et sans doute de revitalisation aussi du secteur à certains égards. Voilà. Peut-être, Renaud, vous présenter en 2 mots, et puis après, on passe la parole à Audrey pour qu'elle présente les éléments techniques, et on vous repasse la parole. Très bien. Bonjour à tous, Renaud Artouche, chargé de mission éducation populaire à la JEBVA. Je suis conseiller d'éducation populaire et de jeunesse. J'ai exercé en service départemental en Dragès et je suis à la JEBVA en centrale depuis le mois de novembre 2022. Audrey, quelques Bonjour explications. tout le monde. Donc Audrey Vaudot, déléguée générale du CNAGEP. Donc ce qu'on vous propose, c'est que bien sûr, si vous avez des remarques ou des questions que vous souhaitez partager, vous avez dans une barre qui se situe en bas ou en haut quand c'est partage d'écran, deux petits espaces qui s'appellent discussion ou bien Q et R, questions-réponses. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, en fait, on va surveiller les deux. Et dans ces deux espaces, bien sûr, vous pouvez soit mettre des remarques, soit poser, bien sûr, vos questions. Voilà, ça c'est la première chose. Mais ensuite, une fois que la présentation sera faite, finie par Renaud, si vraiment un participant ou une participante souhaite prendre la parole pour une question qui est précise et qui prendrait un peu de temps à l'écrit, n'hésitez pas à le dire, et, pareil dans ces deux espaces, et je vous donnerai la parole, voilà, parce que ça c'est possible. Donc n'hésitez pas aussi si vraiment vous avez une question précise qui mérite qu'on vous donne le micro. Voilà pour les explications. Et du coup, je redonne la parole à Renaud. Alors, Renaud, vous devez réactiver votre micro. Excusez-moi. Oui, merci Audrey de me laisser la parole. Merci Yann. Comme je vous l'ai dit, donc j'ai exercé en service départemental en Dragès et maintenant en centrale, ce qui me permet d'avoir une vision assez globale du traitement des dossiers dans le cadre de la campagne de renouvellement GEP, à la fois au niveau départemental et au niveau national. Donc, je vais vous faire une petite présentation synthétique de l'agrément GEP et de ses fondamentaux, ainsi de la façon dont on mène la réforme à l'heure actuelle. Donc, comme vous le savez, l'agrément jeunesse éducation populaire est le plus ancien des agréments de l'État. Il a été institué en 1943, rendu applicable en 1944.
Donc, il vise à l'origine à reconnaître les associations qui ont des activités en faveur de la jeunesse dans une démarche d'éducation populaire. Depuis la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République, l'agrément est passé à 5 ans alors qu'il avait une durée de vie illimitée auparavant, ce qui nous pousse, comme l'a indiqué monsieur Renaud et madame Rosès, depuis quelques mois en service départemental et à la JEBVA au niveau central à renouveler un ensemble d'agréments. Donc 400 à peu près, on est à peu près à 430 au niveau national et 17 000, 18 000 au niveau départemental. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cet agrément GEP, il y a 3 modalités pour l'obtenir. Alors comme je vous l'ai dit, il y a l'aspect national, donc qui concerne les associations qui sont sur 4 régions administratives ou qui déploient leurs actions sur 4 régions administratives. Ça se passe de la façon suivante. En fait, on reçoit, le bureau du partenariat associatif GEP réceptionne la demande, il en vérifie la complétude d'un point de vue administratif et ensuite il transmet ce dossier à un instructeur qui peut être en interne. Ça peut être un instructeur, un CEPJ de la JEBVA, donc comme moi ou comme d'autres collègues, ou un instructeur issu du monde associatif qui est en lien avec la formation spécialisée de l'agrément GEP. C'est vrai qu'il y a 2 types d'instructeurs, donc plutôt administration et des instructeurs issus du monde GEP, ce qui permet voilà, de travailler en partenariat sur cette politique d'agrément. L'instruction qui est transmise par l'instructeur est soumise à l'avis de la formation spécialisée de l'agrément GEP, qui est l'instance paritaire instituée au sein du COJ, du Comité d'orientation des politiques de jeunesse. Et cette commission, elle se réunissait auparavant 3 à 4 fois par an pour traiter les demandes initiales, mais depuis la nouvelle loi et donc la nécessité de renouveler les agréments, elle se réunit 1 fois par mois. À l'heure actuelle, on réunit 1 fois par mois la formation spécialisée pour traiter le nombre de demandes qui sont déposées et traiter le nombre de renouvellements qui est croissant, évidemment, surtout depuis le mois de décembre, janvier, février. Voilà. Voilà, toutes ces instructions sont présentées devant les formations spécialisées et d'ici la fin de l'année, enfin avant l'été, on risque de devoir en multiplier encore plus d'1 par mois pour pouvoir traiter l'ensemble des demandes avant l'été. Donc cette formation spécialisée, elle est constituée de 3 membres représentant les associations GEP, 2 représentants de ministère de l'Éducation nationale et ministère de la Culture, d'un représentant des organisations de jeunesse, un représentant des collectivités territoriales et enfin une personnalité qualifiée issue du monde associatif. Et toutes ces personnes-là, une fois que les instructions leur sont présentées, elles votent et elles émettent un avis sur les dossiers qui leur sont présentés, en sachant que la présidence de cette instance est assurée par la JEBVA. Si vous voulez retrouver toutes les listes des associations nationales agréées, elle est mise à jour, on a fait la dernière mise à jour ce matin d'ailleurs, elle est mise à jour sur le site association.gouv, donc www.association.gouv.fr, et vous pouvez trouver la liste des associations qui ont été agréées. Il y a une liste avant le 1er janvier 2022 et une liste après le 1er janvier 2022. En sachant que les associations qui ont été agréées après le 1er janvier 2022 ont une durée de 5 ans. Voilà, cette fois-ci, alors que celles auparavant doivent être renouvelées. Donc la deuxième modalité pour obtenir l'agrément, c'est de demander au SDJES en France métropolitaine ou au DRAGES dans les Drômes un agrément GEP départemental. Donc ça concerne surtout les associations qui sont au niveau d'un quartier, au niveau d'une commune, d'un département ou d'une région, mais qui ne sont pas vraiment développées sur 4 régions administratives. Donc les demandes sont gérées par les SDJES ou les DRAGES pour l'outre-mer, et une fois que ces instructions sont faites en interne, elles sont soit présentées au sein de commissions internes au SDJES, dans les DSDN, ou elles passent devant des CDJSVA, Conseil départemental à la jeunesse, au sport et à la vie associative. Donc, il faut savoir qu'auparavant, ces CDJSVA étaient obligatoires. Voilà, ils ne le sont plus, mais certains départements continuent de passer par cette voie-là.
Donc, à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, on est à peu près 17 000, 18 000 agréments GEP départemental et voilà, on espère arriver à un chiffre conséquent à la fin de la période de renouvellement. Et enfin, dernière modalité d'obtention de l'agrément GEP, c'est l'extension. Donc, M. Renaud, tout à l'heure, a parlé d'agrément chapeau, c'est celui-ci. Donc, agrément chapeau, extension, c'est le même agrément. Donc, en gros, c'est l'association nationale qui dispose d'un agrément national qui demande une extension de son agrément à ses antennes régionales ou départementales. Donc, la condition, c'est que les statuts doivent faire référence explicitement à l'association nationale agréée et satisfaire au tronc commun d'agrément. Donc, le tronc commun d'agrément, je vous le présenterai ensuite, c'est un ensemble de conditions qui est commun à tous les agréments de l'État pour obtenir un agrément. Et donc, dans ce cadre-là, l'association nationale s'engage pour ses antennes départementales et régionales. Donc, en plus des statuts qui font référence au national, tous les éléments qui permettent d'établir un lien entre l'antenne départementale régionale et le national sont les bienvenus, du type charte, convention, qui lie la mise en mer aux antennes. Donc, un point à retenir qui est quand même important, c'est que l'extension d'agrément, elle ne peut pas être faite pour des associations locales. Par exemple, une association qui serait à l'échelle d'une ville, d'un quartier, comme j'ai dit la dernière fois, elle ne peut pas bénéficier de cette extension d'agrément. Voilà, il faut que l'antenne soit départementale ou régionale. Donc, la procédure d'obtention de cet agrément, elle est la même au niveau départemental et au niveau national. Donc, c'est un dossier administratif à remplir qui est constitué des pièces suivantes. Donc, il y a une demande sur papier libre signée par le représentant légal de l'association, les statuts en vigueur, la composition des instances dirigeantes, le rapport moral et financier présenté lors des 2 dernières assemblées générales, le compte de résultat des 2 derniers exercices, le rapport d'activité des 2 derniers exercices, le budget prévisionnel pour l'année en cours et enfin une attestation sur l'honneur engageant l'association à respecter les termes du CER, le contrat d'engagement républicain qui a été cité par M. Renaud tout à l'heure. Pour rappel, le CER, de manière synthétique, c'est 7 engagements. Le respect des lois de la République, le respect de la liberté de conscience, le respect de la liberté des membres, l'égalité et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et enfin le respect des symboles de la République. Donc nous, dans le cadre de la demande d'agrément, on vérifie que l'attestation a été signée. On ne va pas vérifier, par exemple, dans les locaux ou vérifier sur le site Internet qu'il y a mention de ce contrat d'engagement républicain. Donc, en parallèle à ce dossier administratif, en général toujours même, la JEPVA propose des rencontres ou des visioconférences aux associations afin de répondre à un certain nombre d'éléments que le dossier administratif n'aurait pas permis d'analyser. Voilà, donc en général, on organise une visio ou une rencontre avec l'association. Et c'est le cas dans beaucoup de départements. Moi, c'est vrai que j'ai exercé au niveau départemental et au niveau donc, régional, mais en Outre-mer. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'organisais des rencontres avec les associations pour voilà, affiner un petit peu l'analyse sur l'association dans le cadre de sa demande d'agrément GEP. Donc, les quelques conseils que je peux donner en tant qu'ancien CEPJ de services déconcentrés, et même au niveau national, hein, c'est d'ajouter des éléments complémentaires pour éclairer les instructeurs dans le cadre de cette demande. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, vous pouvez ajouter des films qui auraient été produits par l'association, des documents pédagogiques, vous pouvez inviter les instructeurs sur des actions de terrain. C'est vrai que les CEPJ sur le terrain, parfois et même souvent, ils se déplacent. Donc, n'hésitez pas, en plus d'une rencontre avec le président, secrétaire, etc., vraiment d'organiser des rencontres de terrain pour montrer vraiment que vous faites de l'éducation populaire. Et c'est vrai que ça se voit surtout sur le terrain, en plus des rapports d'activité. Montrer aussi que le bureau est impliqué. C'est-à-dire que lors des rencontres, essayer de favoriser peut-être une rencontre salarié bénévole avec l'instructeur, et puis aussi montrer que l'association intègre les jeunes, par exemple, aux instances dirigeantes. Et envoyer des informations. C'est vrai qu'en tant que CEPJ, on aime toujours, ou en tant qu'instructeur au niveau national, on aime toujours recevoir des invitations à tel événement, des informations sur une campagne de communication ou des documents que vous avez publiés, que vous avez travaillé en interne. C'est vrai que ça éclaire toujours l'instructeur quand le lien il n'est pas
juste au moment de l'instruction ou au moment de l'appel à projet, mais quand il y a un lien suivi et vraiment une relation régulière avec l'association. Donc, dans le cadre de la campagne de renouvellement, comme vous l'avez vu, la procédure est un peu différente, c'est-à-dire que ce n'est pas un dossier administratif envoyé par la poste ou par mail, tout passe par démarche simplifiée au niveau national et au niveau départemental. Donc, vous pouvez aller sur association.gouv pour voir les départements qui sont inscrits dans cette démarche-là. Donc, c'est public, hein, c'est sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est vrai qu'il y a la plupart des départements à opter pour cette option-là qu'on leur offrait au niveau national. Mais d'autres départements ont fait un choix différent pour des raisons qui leur sont propres. Voilà, moi, je sais que certains départements, par exemple, en zone rurale ou par exemple en Outre-mer, qui ont très peu d'agréments GEP, voilà, ils ont préféré faire ça en interne au département avec la méthode traditionnelle de l'envoi par mail ou de l'envoi par courriel. Voilà, je connais certains départements où il y a une trentaine d'agréments GEP, hein, ou une quarantaine. Donc, c'est vrai que c'est possible aussi de ne pas passer par des démarches simplifiées et de le faire, même si on encourage vraiment les services à s'y inscrire. Donc, à terme, il faut savoir que ces démarches-là, elles se feront sur le compte asso. Donc, on espère que ça se passera, que le compte asso sera opérationnel pour le e-agrément fin 2023 ou en 2024 pour voilà, éviter que les associations présentent toujours, à chaque fois les mêmes documents, voilà, qu'on stocke tout à un endroit sur le compte asso, là où vous faites vous répondez à vos appels à projets pour pouvoir voilà, faire les demandes d'agrément directement sur cet outil-là qui est quand même très pratique, même si Démarche Simplifiée fait ses preuves et qu'on est content. Donc, les critères à respecter pour l'agrément GEP. L'analyse, elle se fait en deux phases. D'abord, on analyse le tronc commun d'agrément. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un ensemble de critères qui sont communs à l'ensemble des agréments attribués par l'État. Donc, les critères de ce TCA sont les suivants. Il y a tout d'abord, voilà, on s'assure que l'association répond à un objet d'intérêt général. Donc, en inscrivant son action dans le cadre d'une gestion désintéressée et d'une absence de but lucratif, en demeurant ouverte à tous sans discrimination, en présentant des garanties suffisantes au regard des respects des libertés individuelles et, sauf exception législative, elle ne doit pas se limiter à la défense d'un seul intérêt collectif de ses membres. Ensuite, il faut présenter un mode de fonctionnement démocratique, c'est-à-dire en réunissant au moins une fois par an l'Assemblée générale, en garantissant le droit de participation effective à cette Assemblée et le droit de vote des membres à jour de leurs obligations, ainsi que la communication à ceux-ci des documents nécessaires à leur information, selon les modalités fixées dans les statuts ou dans le règlement intérieur. Mais également en soumettant au vote de l'Assemblée générale l'élection de la moitié au moins des membres chargés de l'administration ou de la direction. Ensuite, autre critère, c'est de mettre en place des règles de nature à garantir la transparence financière. Donc, en établissant d'une part un budget annuel et d'autre part des états financiers, en les communiquant aux membres dans les délais prévus par ces statuts et en assurant la publicité et la communication aux autorités publiques. Et enfin, le quatrième critère de ce tronc commun d'agrément, c'est le respect des principes du contrat d'engagement républicain. Donc, à côté de ce tronc commun d'agrément qui est étudié en premier lieu, il y a les critères en lien avec l'agrément, des critères spécifiques sur l'éducation populaire. Il faut savoir que quand l'association a déjà un autre agrément de l'État ou qu'elle est reconnue d'utilité publique, on passe très vite sur le tronc commun d'agrément parce qu'elle est réputée respecter ces critères-là. Donc, on les regarde évidemment dans le cadre de notre étude, mais en principe, il est déjà validé ce TCA. Donc, on s'attarde davantage sur les critères d'éducation populaire. Je vais vous les citer, mais avant, il faut aussi que l'association existe depuis plus de 3 ans. Voilà, qu'elle ait une durée de vie assez suffisante pour nous permettre voilà, de faire une instruction et d'avoir les pièces suffisantes. Donc, parmi les critères d'éducation populaire qui ont été fixés il y a quelques années lors d'un travail collaboratif entre la JEBA et des partenaires associatifs, on a retenu un ensemble de marqueurs d'éducation populaire qui sont certainement amenés à évoluer. Donc, ces marqueurs sont les suivants.
Donc, tout d'abord, on regarde si l'association problématise la situation en termes de contexte, d'environnement et de public dans le développement de son projet émancipateur. On vérifie si l'association a une gouvernance participative, donc de type égalité homme-femme, présence de jeunes, respect du principe un individu, une voix. De même, on s'assure que l'association identifie des valeurs dans son projet et ses actions. On vérifie également que l'association développe un projet politique citoyen, c'est-à-dire que si elle a une volonté transformative de la société dans son action, et si vraiment elle le formalise. Autre point important que l'instructeur prend en compte, c'est si l'association a une démarche éducative qui est vraiment formalisée, qui est vraiment inscrite avec des documents. Si elle met en place des méthodes pédagogiques, donc évidemment, qui dit éducation populaire dit méthode active, par exemple. Si elle est vraiment empreinte d'éducation populaire, si elle en utilise les termes dans ses différents documents. Ensuite, on observe aussi le réseau partenarial de l'association, voilà, si elle est liée, évidemment, si elle est liée au service de jeunesse et sport, si elle a des liens avec des associations d'éducation populaire, si elle travaille avec les collectivités, voilà, tout ce qui nous permet, voilà, de voir ce qu'elle fait sur le terrain par le biais de ces partenariats, on l'analyse également. Autre marqueur, c'est l'impact réel de l'association sur la société et sur les bénéficiaires. Donc, on est friand d'outils d'auto-évaluation, d'études d'impact, de développement d'indicateurs qui nous permettent d'avoir, voilà, des chiffres éclairants sur l'action de l'association. Avant-dernier point, on regarde aussi si l'association a su modifier son positionnement en réorientant ou adaptant ses actions en fonction des difficultés qu'elle a rencontrées. Et enfin, pour les associations de tête de réseau, on vérifie qu'elles remplissent réellement leur rôle de tête de réseau. Donc, par le biais des formations, de son animation, par le portage d'une réflexion commune, la capitalisation, le plaidoyer ou parfois la mise en place d'une action internationale commune. Donc, ces différents critères, en plus du TCA, ils nous permettent, voilà, de vérifier si l'association remplit les conditions pour obtenir notre agrément sectoriel. Les effets de cet agrément, donc c'est tout d'abord, comme pourront le confirmer certainement M. Renaud et Mme Baudot et vous-même, c'est que c'est avant tout un label de qualité, c'est une reconnaissance. Enfin, c'est une reconnaissance de l'État, mais même une reconnaissance au niveau des différents acteurs et des usagers aussi. Voilà, c'est sûr que les bénévoles, les usagers, c'est important pour eux de savoir que l'association est reconnue d'éducation populaire. Et c'est important aussi pour les partenaires, hein, que ce soit dans le cadre de projets, de demandes de subventions, ou même d'un point de vue symbolique. C'est vrai que cet agrément, il est quand même important pour le monde associatif. Ensuite, il permet, comme on l'a vu précédemment, de valider le TCA, le tronc commun d'agrément. Donc, si l'association, par exemple, est amenée à demander un agrément de défense de consommateurs ou un agrément des associations complémentaires de l'enseignement public, déjà, elle a son TCA de validé. C'est-à-dire que ça facilite l'accès à d'autres agréments ministériels. Également, ça ouvre le droit à des financements, que ce soit au niveau départemental ou au niveau national. Ça permet d'avoir accès aux appels à projets à plus de 3 000 €. Donc, les appels à projets, surtout de partenariat associatif GEP, où ça peut donner accès, par exemple, au poste FONGEP Jeunesse et Éducation Populaire, les postes FONGEP des services départementaux ou les postes FONGEP des services de la GEPVA en centrale. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas non plus un droit à la subvention, qui évidemment, ce n'est pas parce qu'on a un agrément que de facto on obtient la subvention. Et aussi, ça n'ouvre pas le droit, par exemple, à tous les postes FONGEP. Pour les FONGEP jeunes issus du plan de relance, pour les postes FONGEP cohésion sociale ou ceux de la politique de la ville, voilà, l'agrément GEP n'est pas indispensable. Autre avantage de l'agrément GEP, c'est qu'il permet à l'association, voilà, de participer aux instances de concertation nationales ou locales. On peut citer par exemple, voilà, le COJ, qu'on a cité tout à l'heure. Il permet aussi, cet agrément, d'avoir des tarifs préférentiels au niveau de la SACEM, de se porter partie civile pour les publications destinées à la jeunesse et aussi de jouir d'une assiette forfaitaire pour les salariés exerçant des activités dites accessoires, c'est-à-dire inférieures à 480 heures par an.
Donc, pour ces informations-là, c'est vrai que le site de la SACEM et les sites de l'URSSAF sont assez bien faits et donnent un ensemble de précisions sur les avantages de l'agrément. Dernier point, je vais parler rapidement du retrait de l'agrément GEP. Il faut savoir que dans le cadre de la campagne de renouvellement de notre agrément, à partir du mois d'août 2023, donc du 24 août 2023, l'agrément devient caduc si le renouvellement n'a pas été demandé auprès, donc pour les associations locales d'une échelle inférieure au niveau départemental et auprès de nous au niveau national. Donc, c'est pour ça qu'il est indispensable pour vous, association GEP, de demander votre renouvellement rapidement, le plus rapidement possible, parce que voilà, les services vont devoir absorber cette masse de nouvelles demandes de renouvellement. En sachant que voilà, au mois de juillet et au mois d'août, ça risque d'être compliqué dans les services. Donc moi, je vous encourage vraiment à les déposer le plus vite possible afin de laisser le temps au service voilà, d'absorber l'instruction et de vous donner une réponse dans des délais convenables. Voilà, nous, on encourage vraiment les associations à déposer rapidement leur dossier. Pendant les 5 ans, il faut savoir, donc, quand l'agrément va être renouvelé, il aura une durée de vie de 5 ans, mais on peut le retirer à 2 conditions. C'est-à-dire qu'on peut le retirer si l'association ne respecte plus les conditions mentionnées précédemment, avec l'ensemble des critères qu'on a vus, ou si elle développe une activité qui est non conforme à son objet. Voilà, par exemple, si une association d'éducation populaire rentre dans une logique purement économique, c'est sûr que voilà, le fait qu'elle change ses statuts, qu'elle change son objet, peut amener à un retrait de l'agrément GEP. L'agrément GEP peut être retiré aussi pour tout autre motif grave qui porterait atteinte à ses engagements. Donc voilà. Pour les agréments nationaux, il faut savoir qu'un retrait de l'agrément doit être soumis à l'avis de la formation spécialisée de l'agrément GEP et formulé par une décision du ministre de l'Éducation nationale. Au niveau départemental, il est formulé par la DESDEN du département concerné. Et en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par l'autorité qui l'a attribué, mais la suspension ne peut pas durer plus de 6 mois. Voilà pour ce qui est du retrait ou de la suspension. En tout cas, juste un rappel qu'on va refaire, et je pense que le CNAGEP a fait le travail, enfin, j'en suis certain même qu'il a fait le travail de relance vraiment pour vous encourager à déposer vos dossiers le plus vite possible. Et voilà, donc on est là, on a notre adresse mail que vous pouvez voilà, vous pouvez nous questionner vraiment si vous avez des questions sur ces agréments-là, que ce soit au niveau national ou au niveau départemental. Et nous, on fera en sorte que voilà, tout se passe le mieux pour chacun d'entre vous dans le cadre de cette campagne qui n'est pas évidente pour le monde associatif et pour les services. Voilà, je vous remercie. Merci Renaud. Merci Renaud. Je vous en prie. Eh ben, il y a une question sur le question-réponse. Peut-être 3 questions. Enfin, deux, pardon. 2 questions. Peut-être démarrer par ces questions-là et les réponses qu'elles engendrent. Et puis moi, peut-être que, au regard de ce que j'ai entendu, j'aurai quelques questions. Mais commençons par les questions. Alors, la première qui a été posée, c'est comment obtenir les coordonnées de l'instructeur pour le rencontrer? Alors là, j'imagine que c'est une question pour le niveau départemental ou au niveau national? Parce que… C'est pas précisé. C'est pas précisé. Bah, écoutez, au niveau départemental, c'est au sein du SDJUS. Donc, nous, on a les contacts de la plupart des référents de l'agrément GEP sur association.group au niveau départemental. Et donc, il y a à minima une adresse mail ou un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez le contacter. Et si ce n'est pas le cas, il faut renseigner les coordonnées du SDJUS et demander en général le référent vie associative qui s'occupe de l'agrément GEP en département. Et au niveau de l'agrément national, l'instructeur, tout simplement, il vous est attribué au moment du dépôt de votre dossier. Et c'est nous qui prenons contact en le mettant en copie. C'est lui qui propose un temps d'échange à la suite de son instruction.
Alors, la deuxième interrogation, donc j'appartiens à une fédération nationale. Si l'agrément, est-ce que l'extension est automatique pour le niveau régional ou bien est-ce qu'il faut faire une demande? C'est au niveau, c'est le national qui doit faire une demande pour les échelons, enfin les échelles départementales et régionales. Voilà, c'est à vous d'alerter votre siège pour qu'il fasse la demande pour vous, voilà, s'il l'accepte. Alors ensuite, la question suivante, c'est plutôt pour une association qui a déjà déposé sa demande de renouvellement. Si finalement des questions se posent, est-ce que les instructeurs reviennent vers l'association pour avoir les compléments ou est-ce qu'il peut y avoir un refus d'agrément sans avoir eu de dialogue? Finalement, je comprends la question ainsi. Alors, en général, un instructeur qui a besoin d'éléments complémentaires, il recontacte l'association, hein, que ce soit au niveau national ou au niveau départemental. Voilà. Après, chaque CEPJ a sa façon d'instruire les dossiers aussi, mais globalement, bon, j'ai pas envie de dire pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais si l'instructeur ne revient pas vers vous, c'est qu'en principe, il a eu la réponse à son instruction dans votre dossier administratif. Alors ensuite, donc encore pour l'extension de l'agrément GEP d'une association nationale, doivent-elles avoir le même objet précis, hein, le même objet social, ou est-ce que l'objet social doit être mot pour mot identique d'une association nationale à l'association régionale? Et par ailleurs, est-ce que les associations régionales doivent indiquer dans leur statut qu'elles sont une délégation régionale de l'association nationale? Est-ce que tout ça doit être stipulé? Alors, mot pour mot, non, quand même pas, mais il faut en tout cas qu'il y ait une référence vraiment dans les statuts au niveau national et bien montrer que si l'association nationale s'engage pour les associations départementales et régionales, qu'il y ait voilà, un objet quand même qui soit le même, des statuts qui soient quand même très, très ressemblants et si possible une convention, une charte qui permet voilà, de nous assurer que, voilà, en accordant l'extension à l'antenne régionale ou départementale, voilà, ça peut passer uniquement par une instruction du niveau national. Et mot pour mot, c'est rarement le cas. Alors ensuite, une autre fédération qui a déjà déposé la demande nationale, certaines associations en région disposent également d'un agrément régional. Est-il nécessaire que les associations régionales renouvellent le leur en plus de l'agrément chapeau? Alors, il n'y a pas d'agrément régional, c'est un agrément départemental, mais je pense que c'est ou national, enfin, c'est à ça que Madame Pierre fait référence. Donc, la Fédération des aérobennes, si elle obtient son renouvellement d'agrément, elle pourra demander l'extension pour ses délégations départementales et régionales. Après, une fois que l'extension a été accordée, il n'y a plus d'intérêt pour les associations régionales de demander un agrément à leur niveau. Après, c'est toujours bien d'établir des liens avec les services et voilà, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est toujours bien d'avoir des liens avec les services déconcentrés et voilà, de demander un agrément, pourquoi pas départemental, mais ce n'est pas indispensable. Une fois qu'il y a l'extension, ça suffit, voilà, ça suffit pour l'association. Ensuite, est-ce qu'il est obligatoire de remplir le formulaire outil autodiagnostic pour un renouvellement GEP niveau national? C'est pas obligatoire, ça permet de donner un éclairage supplémentaire à l'instructeur et lui montrer vraiment que vous êtes sur un questionnement, une auto-évaluation, un autodiagnostic de votre démarche d'éducation populaire. Donc, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est toujours un bonus. Ça peut parfois être aussi très utile en termes de clarification de sa démarche, y compris dans la manière de la présenter. Ça peut être
ça peut être utilisable dans d'autres circonstances, y compris en termes de quand on vient demander une subvention, de quelque nature qu'elle soit, ou qu'on vient présenter l'objet de son association, d'avoir eu ce temps d'interrogation sur son activité est aussi intéressant. Ça demande un petit peu de temps, c'est un petit peu, ça peut paraître un peu pénible, mais en tout cas, c'est fort utile. Voilà pour l'espace questions et réponses, en tous les cas. Nous avons fait le tour des questions et des réponses. Voilà, alors, il y a une question qui vient souvent, donc je vais faire le naïf de l'étape pour que tout le monde l'ait bien en tête. Pour les associations qui ne s'adressent pas à des jeunes, est-il nécessaire d'avoir des jeunes de justifier d'avoir des jeunes dans leur conseil d'administration pour être agréé jeunesse et éducation populaire? Je dirais comme ça, bon, c'est une question piège, hein, mais je dirais comme ça que c'est pas parce que ça ne s'adresse pas à des jeunes que les jeunes ne peuvent pas se sentir concernés par ce genre de problématiques. Vous voyez, par exemple, si c'est une association qui vient faire de la lecture aux seniors, et ça peut concerner aussi les jeunes et ça peut intéresser les jeunes. Donc, je dirais que de toute façon, ouvrir ces instances, quel que soit l'objet, aux jeunes comme aux moins jeunes, c'est toujours bon, qu'il y ait une certaine hétérogénéité, que ce soit ouvert à tous. Après, la question réglementaire, ce n'est pas non plus un dogmatisme aveugle. C'est-à-dire qu'on ne va pas les demander à une association qui n'a objectivement pas de personnes répondant à la caractéristique jeune, puisque c'est de ce dont on parle, d'aller en inventer une en allant recruter un kidam qui serait dans la tranche d'âge simplement pour satisfaire à une case administrative. Ce n'est pas ça du tout l'idée. Il y a évidemment cette logique que lorsqu'on est dans une association dans laquelle il y a des jeunes en tant que bénévoles, il est important de considérer le fait de les intégrer à cette organisation. Et c'est simplement parce que ça ne va pas forcément tout le temps de soi qu'il est utile de le rappeler. J'ai une deuxième question. C'est des questions naïves, mais c'est des questions qui me sont remontées par le terrain et autant les poser là pour que tout le monde ait la réponse. Un instructeur peut-il demander une évolution des statuts de l'association pour obtenir l'agrément GEP, même si l'ensemble des critères ne sont pas écrits dans les statuts, mais ils démontrent que c'est une réalité dans l'association? Alors là, par contre, elle est un peu alambiquée, la question, c'est-à-dire clairement, c'est-à-dire. Ouais, non, mais clairement, par exemple, je pourrais prendre le cas de l'égalité ou de l'égalité homme-femme ou de la parité dans les instances. Ce n'est pas écrit dans les statuts, mais c'est un fait avéré dans les instances que l'instance est paritaire ou mixte en tous les cas. Et faut-il quand même inscrire cela dans les statuts pour avoir l'agrément ou le fait même de démontrer les choses par l'usage ou par les faits suffit à obtenir l'agrément? En fait, la différence, elle va se situer sur la manière dont on peut poser une conditionnalité à l'octroi de l'agrément. C'est-à-dire que ça nous arrive, ici au niveau national, nous ne sommes pas tout à fait ignorants des temporalités, des grands temps de gouvernance associative. On sait très bien qu'on ne tient pas une assemblée générale comme ça sur un coin de table, donc il y a une nécessité d'organisation. Donc, il peut tout à fait être indiqué, en plus je réponds ensuite très directement à cette question-là, il peut être tout à fait indiqué que l'agrément est accordé sous réserve de mise en conformité des statuts avec les attendus d'ici à échéance de telle date. C'est quelque chose que l'on peut faire. Typiquement, voilà, sous réserve de mise en conformité des statuts d'ici décembre 2023, par exemple. Pour la question de constater dans les faits ce qui n'est pas écrit dans les statuts.
ça peut poser problème parce que ça signifie dans ce cas-là qu'on a une forme de volatilité et de fragilité d'une situation qui peut appartenir à l'état présent, mais qui ne sera peut-être pas celle de l'état passé, enfin, futur plutôt, parce que d'ailleurs passé évidemment, mais futur. Donc le sujet, évidemment, il est là, c'est que les statuts garantissent, comme la loi le fait sur d'autres points bien plus larges, que ces attendus sont respectés. Donc oui, effectivement, il y a une attente à ce que les statuts soient mis en conformité, quand bien même la pratique serait déjà conforme à l'attendu. Est-ce que j'ai été assez claire? Je sais plus. Il n'y a pas d'autres questions de demande de précision qui arrivent pour l'instant dans le pavé questions-réponses. Moi, j'ai une question. Oui. Alors, une question que j'avais déjà posée, donc je la repose parce que elle est peut-être que vous avez pu entre-temps avoir des éléments de réponse. C'était pour le cas de la Polynésie. Est-ce que depuis, vous savez si la Polynésie, en effet, est concernée de la même façon sur la question du renouvellement de l'agrément dans les mêmes temporalités, etc. Voilà, si vous avez pu avoir sur ce point-là des éléments. Nous n'avons pas eu encore de retour à ce stade, mais c'est un sujet que nous avons bien en tête et sur lequel nous attendons un retour. Et on a un problème d'interlocuteur. Hein. Ce n'est pas très simple de savoir exactement où est l'interlocution. Bon, après, ça concerne quand même un territoire très spécifique, avec pour le coup un accompagnement local qui est présent normalement à la fois côté État polynésien et puis côté français. Moi, j'ai une dernière question j'ai cru la comprendre dans l'intervention de Renaud, mais c'est la précision. À partir de quel moment, si une association n'a pas renouvelé son agrément dans les 5 ans, elle est considérée… Ma question peut apparaître un peu idiote, mais finalement, est-ce qu'elle doit renouveler dans les 5 ans, ou si elle est agréée pour 5 ans et finalement elle oublie de se réagréer ou de se renouveler, elle est considérée pendant combien de temps en renouvellement ou en nouvel agrément? Est-ce qu'il y a, je ne crois pas qu'il y ait des textes là-dessus, mais est-ce qu'il y a une tolérance ou des éléments de doctrine, je ne sais pas, aujourd'hui ou demain là-dessus? Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Tu peux prendre. Donc en fait, ce que vous me dites, donc admettons, donc aujourd'hui, association agréée 2023, qu'est-ce qui se passe? Elle a été agréée au 31 août 2023, qu'est-ce qui se passe au 1er septembre 2028, c'est ça? En gros, les questions. Et surtout, pendant combien de temps elle bénéficie d'un délai de grâce? Alors, voilà, la loi est dure, mais c'est la loi, hein, comme dirait l'autre. Donc, formellement, il y a quelque chose de très clair, qui à partir du moment où effectivement l'agrément n'a pas été… C'est important de bien préciser cet élément, la demande de renouvellement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, si la demande de renouvellement n'est pas intervenue avant la date donc, qui est celle de la fin de la validité de l'agrément, dans ce cas-là, on repart effectivement sur une demande initiale. Exactement comme ce qui se passe là. C'est pour ça qu'on presse bien les associations. C'est-à-dire que là, il faut poser la demande de renouvellement. Donc, une fois, pour le coup, l'association n'est pas réputée avoir perdu son agrément à partir du moment où elle a fait cette demande de renouvellement. Celle qui n'a pas fait sa demande de renouvellement avant le 23 août nuit, le 24, elle est réputée avoir perdu son agrément. Si la loi est dure, mais que c'est la loi. Donc c'est le principe est le suivant. Alors après, moi, je suis plutôt tenante d'une forme de légalisme, donc j'invite à ne pas trop jouer avec les intervalles, parce que si vous avez la chance, vous tomberez sur une vision plutôt magnanime de l'application, et puis vous tomberez aussi sur une vision totalement stricte de l'application.
Donc, je pense qu'il est prudent de rester dans cette ligne, de présenter sa demande de renouvellement dans les délais. Ça rejoint un peu la question de M. Sapin. Donc, oui, tout à concernant fait. la date limite de dépôt des demandes de renouvellement, un dépôt dans les dernières semaines avant le 24 août est-elle suspensive ou pas de la perte de l'agrément au 24 août? Il faut que la demande soit déposée avant. Après, évidemment, on ne vous conseille pas de le déposer le 20 août, étant donné qu'il y aura certainement beaucoup de services qui seront pas forcément très, très efficients au mois d'août. On vous conseille de le faire avant l'été. Après, c'est pas suspensif, c'est-à-dire que tous les dossiers qui auront été déposés, même début août, l'agrément doit être traité par les services. Voilà. Mais déposez-le avant. Mais bon. Une autre question a été posée dans le question-réponse. Est-ce qu'une association nationale disposant de plusieurs établissements dans différentes régions doit être ou doit démontrer qu'elle est également tête de réseau vis-à-vis d'assauts extérieurs? En fait, là, pour le coup, alors démontrer, est-ce que c'est démontré ou informé? Je pense que c'est peut-être informé, peut-être la question. Donc, une association nationale, d'accord, qui dispose de plusieurs établissements dans différentes régions, ce qui en fait effectivement une association. Est-ce qu'elle est tête de réseau vis-à-vis d'autres associations extérieures? En fait, là, pour le coup, la question, elle est, est-ce qu'elle, admettons qu'elle soit, je ne sais pas, on prend au hasard, admettons que l'association en question soit membre des Francains et qu'au niveau local, elle ait créé un réseau d'associations pour lesquelles, d'ailleurs, elle aurait un objet, j'imagine, différent dans ce cas-là. Est-ce qu'il faut nous informer dans ce cadre-là? J'aurais tendance à dire que normalement, on devrait voir dans l'objet de l'association qu'elle a d'autres activités que celles qui amènent à ce qu'elle ait un agrément côté GEP. Enfin, je trouve quand même que le cas de figure ça mériterait peut-être que la personne prenne la parole pour qu'on l'entende et qu'on puisse expliciter peut-être. Parce que là, posé comme ça, en fait, moi j'ai l'impression de voir effectivement une association elle-même part d'une fédération qui devient elle-même tête de réseau. Peut-être que le monsieur fait référence au marqueur d'éducation populaire en lien avec les têtes de réseau, le dernier des marqueurs. Si l'association se présente en tant que tête de réseau, oui, on analyse cet aspect-là, même si elle ne demande pas d'extension, par exemple. C'est la façon aussi dont elle présente sa demande et dont elle se présente. Si vous souhaitez prendre la parole pour préciser votre question ou si nous n'avons pas assez répondu clairement, n'hésitez pas. Hein, je peux permettre de donner la parole. Après, il y a des questions tellement spécifiques, et vous l'avez invité, hein, prendre directement contact avec les services de la GEBA s'il y a vraiment des questions spécifiques, mais c'est aussi l'instructeur qui peut amener dans son rendu un certain nombre de réponses. Mais Christine veut bien préciser sa question. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, Christine. On entend très bien, Christine. Présente-toi. Alors, je suis Christine Dieudonné, je travaille pour l'association IFAC auprès du directeur pédagogique. Et en fait, ma question forcément est très particulière puisqu'elle concerne notre association. En fait, l'IFAC est une association qui est nationale et nous avons dans quasiment la plupart des régions de la métropole des établissements qui ne sont pas des associations individuelles, hein, ce sont des établissements qui font bien partie de l'association nationale. Mais nous travaillons également avec plein d'autres associations, notamment lorsque nous mettons en place des événements au quotidien sur nos structures. Donc, je souhaitais savoir dans cet esprit de partenariat, est-ce qu'il était obligatoire ou pertinent de montrer que, en plus de tous nos établissements régions qui œuvrent sur le terrain, nous avons également un
partenariat avec plein d'associations avec qui aussi on impulse des travaux où finalement c'est pas forcément nécessaire. Voilà, nécessaire. Voilà. Écoutez, ça fait partie des éléments qui permettent de valoriser votre projet, puis l'action de l'association au niveau local, par de l'animation, un réseau partenarial assez étoffé. Donc, tous ces éléments-là, ils sont ajoutés au dossier. C'est des éléments positifs pour la demande de l'association. Voilà. Par contre, je précise, par contre, ce sera un éclairage effectivement sur l'activité de l'association. Mais par contre, les associations que vous mentionnez comme étant, et d'ailleurs vous-même employez bien le terme de partenaires, par définition ne sont pas des associations de votre réseau au sens, on va dire, statutaire et réglementaire du terme. Ce sont effectivement, d'ailleurs, elles appartiennent probablement elles-mêmes à d'autres réseaux ou agissent de manière plus individuelle localement. Donc, vous pouvez tout à fait signaler que vous agissez aussi donc, en partenariat, mais effectivement, il ne faudra pas qu'il y ait d'ambiguïté pour l'instructeur quant au fait que ce ne sont pas des associations pour lesquelles on peut considérer que vous constituez un réseau au sens réseau associatif constitué, ouvrant droit, par exemple, comme on l'a expliqué, à un agrément chapeau. D'accord, très bien. Oui, je l'entendais bien comme ça. Je vous remercie de cette précision. Je vous en prie, merci à vous. Eh bien, écoutez, je pense… Ah non, il y a Eric. Je souhaite apporter un témoignage concernant l'outil d'autodiagnostic qui a été évoqué, issu d'un travail remarquable fait par William Verrier. Il y a quelques années, son utilité pour les demandeurs comme les instructeurs est très importante pour les demandes initiales d'agrément, afin de faire prendre conscience que l'agrément GEP n'est pas qu'un label de communication, mais une démarche participative très spécifique. Dans ce sens, il est aussi très intéressant pour partager en interne une réflexion périodique sur les fondements de la démarche GEP. Eh bien, merci Eric de ce partage et de cette promotion de cet outil d'autodiagnostic qui peut servir pour le renouvellement, mais qui sert aussi pour les demandes initiales, et qui est un outil surtout qui avait été construit à l'époque pour les demandes initiales, mais comme le disait Renaud, qui peut servir aussi au-delà, et ce que souligne Eric, au-delà de tous les 5 ans, qui peut servir d'outil de travail en interne et d'évaluation peut-être plus régulièrement que tous les 5 ans finalement, si je comprends bien son propos. Eh bien écoutez, nous allons remercier Mélanie Rosès et Renaud Artaud de la GEBA d'avoir été avec nous et d'avoir organisé avec nous ce webinaire. Merci à tous les spectateurs, tous les participants, même si, comme le disait Mélanie, nous avons été à l'aveugle un peu avec vous. Mais voilà, on sait que vous avez été attentifs au vu de vos questions. Peut-être se dire que nous allons continuer le travail avec la GEBA sur cette question de l'agrément GEP, à la fois poursuivre, comme le disait Mélanie, notamment finalement au 24 août ou au 25 août prochain, on attendra peut-être le 1er septembre, de savoir combien d'associations nationales et combien d'associations territoriales ont été réagréées, ou en tout cas, s'ils n'ont pas été réagréés, ont bien déposé leur dossier de renouvellement d'agrément, pour que nous puissions avoir un premier bilan à la fois de la campagne et finalement du chiffre aussi, hein. Il est important pour nous de regarder ce chiffre. Deuxième élément, et nous avons eu à en échanger aussi avec le nouveau directeur de la GEBVA, Thibaut de Saint-Paul, sur la volonté du CNAGEP d'organiser avec les services de l'État une grande campagne de communication autour de l'agrément GEP pour
inviter des associations locales, des associations départementales, des associations régionales à faire une demande initiale d'agrément GEP. Et comme le disait Eric, pas uniquement pour communiquer, mais bien aussi pour se sentir appartenir d'un champ, d'un secteur associatif qui agit au quotidien en direction des enfants, des jeunes, des familles, des adultes, des personnes âgées, parce que l'éducation populaire, c'est tout cela. Donc, nous n'en avons pas fini avec l'agrément, et heureusement. Le renouvellement d'abord, et puis après les demandes initiales, et puis bien sûr une attention particulière que nous aurons dans les 5 ans à venir, à faire que cet agrément, il parle plus à l'ensemble des pouvoirs publics, et notamment par, vous le savez certains d'entre vous, le travail qui mène le CNAGEP autour d'une charte des engagements réciproques sectorielle, éducation populaire, pouvoir public, qui mettra en avant de toute façon cet agrément GEP comme un support à la relation entre les pouvoirs publics et les associations. Donc voilà des perspectives aussi de travail du CNAGEP. Merci Mélanie, merci Renaud, merci Audrey. Et puis de toute façon à très bientôt, et puis bonne soirée à tous et à toutes. Merci à toutes et à tous. Merci Audrey pour l'organisation.